cycle de l'eau, la rotation entre planètes, l'inertie. Ah, le mouvement perpétuel. Qu'est-ce que cela veut dire? On conçoit une machine à mouvement perpétuel, une machine qui serait capable de produire un mouvement éternel grâce à un élan initial. Est-il vraiment possible qu'il existe quelque chose qui ne s'arrête jamais? Oui, tout à fait, et nous pouvons voir plusieurs exemples dans l'univers. Premièrement, notre propre Terre. Elle tourne autour du Soleil. Et bien que cela s'arrêtera lorsque notre Soleil engloutira la Terre, ce mouvement sera présent même une fois l'humanité disparue. En ignorant le fait qu'un jour le Soleil deviendra une supernova, nous pouvons considérer ce mouvement perpétuel. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il existe une loi physique qui nous dit que le mouvement angulaire est toujours conservé. Cela veut dire que si nous avons un objet quelconque, une particule, qui tourne sur le périmètre d'un cercle autour d'un centre d'inertie, si aucune force extérieure telle que la gravité d'un autre objet ou le choc d'un obstacle dans son chemin n'intervient, alors cette particule tournera autour de ce centre indéfiniment. Deuxièmement, l'inertie. Si nous nous plaçons dans le vide et nous poussons un objet, alors cet objet ne s'arrêtera jamais d'avancer. Cette loi s'appelle la première loi de Newton et fut annoncée en 1680. L'énergie perpétuelle, je pense qu'il y a un moyen de le faire en laboratoire. Moi, Bistroff Van, j'ai essayé de mes propres moyens de le faire apparaître. Mais tous mes efforts furent en vain. Cependant, j'ai trouvé un moyen de faire une simulation virtuelle en étudiant l'histoire de 3 pionniers de cette recherche. Je pense utiliser la sagesse du passé pour en faire mon futur. Oui. L'énergie perpétuelle me donnerait l'énergie infinie. Et donc, un moyen pour dominer le monde. C'est l'heure de revivre la science, oui. Bhaskara, l'hindouiste et mathématicien du XIIe siècle, Leonardo da Vinci, artiste humaniste de la Renaissance, Robert Boyle, théologien et inventeur du XVIIe siècle. Oh! Oh! Mon nom complet est Bhaskaracharya. Bhaskara. Né en 1114 en Inde, il est le fils de Mahesvara, un mathématicien et astrologue de l'époque. Suivant les pas de son père, il va se dédier également aux sciences mathématiques. On le connaît aussi par son surnom Bhaskara le précepteur. Il meurt en 1185. Bhaskara était hindouiste. Cela veut dire qu'il possédait une perception différente de la nôtre de l'univers. Pour lui, le temps est quelque chose de cyclique. Tout ce qui arrive est déjà arrivé et arrivera à nouveau. La vie en elle-même fait partie de ce cycle. En effet, le concept hindouiste du samsara nous dit que la vie n'est qu'une succession de réincarnations et qu'à chaque naissance, nous nous rapprochons de l'infinité de Brahma, l'esprit cosmique suprême. Selon cette religion, le Brahma habite en chacun de nous et nous sommes partie de lui-même. Je suis le responsable de première conception de machines à mouvement perpétuel. Ah oui, laissez-moi me rentrer à ma position. Je suis Leonardo da Vinci. Leonardo di Ser Piero da Vinci. Tout le monde connaît son nom. Il s'agit probablement de l'inventeur le plus prolifère de la Renaissance et peut-être même de l'histoire. Fréquemment décrit comme un archétype et symbole de l'homme de la Renaissance, génie universel, en plus de philosophe humaniste dont la curiosité infinie peut seulement être comparée à sa capacité inventive, Léonard de Vinci est considéré comme un des plus grands peintres de tous les temps, et probablement il est la personne avec le plus grand nombre de talents dans des disciplines multiples qui a jamais existé. C'était un homme d'esprit universel, à la fois artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain du XVe-XVIe siècle.
L'homme de la Renaissance est caractérisé par ses inventions révolutionnaires qui reprennent des idées du passé. Qu'une petite partie de ces inventions purent se construire du fait de l'avance qu'elles portaient sur les technologies de l'époque. On le reconnaît par ses plans et dessins de choses telles que le sous-marin, le char de guerre ou l'hélicoptère, mais aussi par ses pas en médecine avec ses dessins d'anatomie ou ses idées pionnières de prothèses humaines. Dans le champ du mouvement perpétuel, nous avons retrouvé des dessins qui montrent qu'il essayait de faire plusieurs roues, dont on peut supposer que Bhaskara était le précepteur. Laissez-moi vous dire, d'après ma propre expérience, qu'il est impossible de réaliser le mouvement perpétuel avec une machine réalisée par la main humaine. Laissez-moi me présenter. Mon nom est Robert Boyle et je suis le plus moderne de nous trois. Robert Boyle est un chimiste et physicien irlandais du XVIIe siècle. Il est né au château de Lismore, dans le comté de Waterford, le 25 janvier 1627. Il était le 14e enfant du très riche comte de Cork, Richard Boyle. Né d'une famille riche, Robert Boyle aura une très bonne éducation grâce à sa formation dans le collège d'Eton, en Angleterre, et grâce à ses voyages en Europe. Il va notamment étudier beaucoup les œuvres de Galileo Galilei. La vie de Boyle va être marquée surtout par la science expérimentale et par le christianisme. Aujourd'hui, il est considéré comme le père de la philosophie naturelle. Il va aussi être un homme très près de la théologie. Robert Boyle meurt en décembre 1691 à Londres suite à une maladie. Boyle était partisan de la philosophie naturelle et de théologie naturelle. Il s'agit de l'étude objective de la nature et de l'univers physique afin de comprendre mieux les signes et pouvoir ainsi se rapprocher de Dieu. C'était une façon de voir les sciences physiques, chimiques et biologiques comme un outil religieux. Moi je pense qu'il est tout à fait concevable de construire une machine dont le mouvement ne s'arrêterait jamais. Mes amis, j'ai moi-même essayé de faire ces machines. Regardez, j'ai ici des croquis que j'ai fait pour mes machines que j'ai réalisées. Aucune d'elles n'a marché, aucune d'elles ne marchera jamais. Je n'en serais pas si sûr. Rappelons que Brahma est partout. Et Brahma est tout. Mais on a quelque chose de plus grand des univers comme les planètes ou les plus petites, comme une fourmi. Et surtout, Brahma est infini. Si Brahma est infini, pourquoi ça ne pourrait pas exister une machine à mouvement infini? Rappelons-nous que le temps lui-même est cyclique. Tout ce qui arrive est déjà arrivé. Tout est déjà infini. Je ne suis pas d'accord sur le dernier aspect, mais comme je ne suis pas sectaire, je ne puis vous juger ou critiquer votre croyance et je dois être tolérable avec votre religion. Moi, comme philosophe naturel, je pense que pour pouvoir trouver la vérité générale et objective, nous devons pouvoir trouver des preuves avant de qualifier le mouvement infini comme un mythe. C'est un mythe. Comment pouvez-vous le prouver? Toute action a une réaction opposée et équitable. C'est quelque chose que moi-même j'ai écrit quand j'étais en train de dessiner mes croquis. Je ne suis pas d'accord sur ce point. Moi je pense que plus on étudie le monde et plus on étudiera la création et on pourra comprendre mieux le bon Dieu. Si on arrive à construire et à voir une machine dont le mouvement ne s'arrêterait jamais, alors nous serions en train de voir la création elle-même. Je vois que vous êtes en train de débattre férocement. C'est moi qui vous donnerai avec plaisir la chance de voir vos inventions en fonctionnement. Voilà la roue de Bhaskara et le flacon de Boyle. Oh. Oh, mais je n'avais jamais réussi à faire ma machine. Et celle-ci paraît un très bon modèle. Et de plus, j'ai une roue pour faire des témoins. C'est excellent. Leonardo, aidez-moi à les mettre en marche. Ah, mais c'est presque le même modèle que la mienne. Ah, mais bien sûr que je vais vous aider, mon cher ami. D'accord. Ah, la roue de Bhaskara. Une des premières expériences à jamais avoir mis en question un mouvement perpétuel.
Cette roue, à laquelle on a attaché des flacons remplis avec un même volume de mercure, était conçue de façon à faire que le déplacement de mercure dans les flacons entraîne une continuité du mouvement. En effet, lorsque la roue fait basculer l'un des flacons, par attraction gravitationnelle et par le fait que le mercure est mobile dans le flacon, le mercure gagnera une énergie cinétique qui impulsera la roue. Ah, Bhaskara, mon ami, on dirait que votre roue ne marche pas. Quel dommage! Comment c'est possible? J'avais fait tous les calculs. Pourquoi la roue s'arrête de tourner? La réponse est simple. Même si ce n'est pas évident, nous avons dans ce système une grande perte d'énergie. La réponse à la question de où se trouve cette perte est partout. Dans les flacons, dans la roue, dans l'axe central. Bref, cette perte est due à la friction. Le mouvement et le contact entre deux objets provoquent un dégagement de chaleur, de l'énergie thermique. Cette énergie provient de la transformation d'une autre énergie. Dans ce cas, c'est l'énergie mécanique qui est devenue thermique à cause du contact avec l'air et entre les axes. Mais on peut voir que même si la roue de Bhaskara tourne plus lentement que la roue normale, une perte d'énergie, pour plus petite qu'elle soit, va toujours rendre impossible le mouvement perpétuel. Vous voyez mes amis, je vous l'avais bien dit. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui changera peut-être votre opinion. Mais non mon ami, cela ne marchera jamais. Quelle était l'idée de Robert Boyle? Le flacon de Boyle consistait à accélérer la vitesse de l'eau dans un tube afin de pouvoir le faire retourner à l'origine de la source. Ce serait une machine de mouvement perpétuel par le fait qu'elle se remplirait elle-même. Elle s'auto-alimenterait. Cette augmentation de la vitesse fonctionnerait grâce à la diminution des diamètres des tuyaux par lesquels l'eau traverse. C'est le principe de Bernoulli. Nous pouvons voir des exemples dans la nature de tuyaux tellement fins qui permettraient la remontée de l'eau malgré l'attraction gravitationnelle. C'est l'effet de capillarité qui existe dans certaines montagnes et qui joue un rôle dans le cycle de l'eau. Paradoxalement, le principe de Bernoulli fut découvert plus tard que l'invention de Boyle en 1738. Ce principe nous dit basiquement que la quantité d'eau qui passe en une certaine quantité de temps en un point du système est égale à la quantité d'eau qui passe en un autre point dans une même quantité de temps. Donc on peut conclure que la vitesse de l'eau est inversement proportionnelle à l'aire du milieu qu'elle traverse. Eh bien, nous verrons cela maintenant. Quoi? Pourquoi l'eau n'a pas réussi à monter? C'est simple. Un fluide dans un système a tendance à arriver à un point d'équilibre. Même si on arrive à augmenter la vitesse dans les tuyaux, la mise en équilibre est inévitable. C'est le principe des vases communicants. De plus, notre amie la friction est toujours présente. Nous avons des pertes dans les tuyaux qui vont donc antagoniser la vitesse gagnée grâce au principe de Bernoulli. Eh bien mon ami, j'ai à nouveau eu raison. Mais je ne comprends pas. Ma machine était sans défaut. Le modèle était parfait.
C'est parce que la seule chose infinie dans l'univers est Dieu. Ah, mes amis, la friction de l'air semble le problème principal pour créer une machine à mouvement perpétuel. Mais moi, j'ai la solution. Je vais créer un milieu sans cette horrible friction. Regardez. Ce pendule se trouve dans une cloche à vide. Voyez ce qui se passe lorsqu'on le lâche dans un milieu où il y a encore de l'air. Maintenant, regardez ce qui se passe sans air. Quoi? Il s'arrête toujours? Même s'il a duré plus de temps qu'avec l'air, il continue à perdre son énergie, comment? Pourquoi le pendule n'a pas marché? Même si on a réussi à éliminer la friction de l'air, la friction n'est pas inexistante. En effet, la tension du fil du pendule entraîne une friction qui ralentira et arrêtera le système. Donc, mon rêve est impossible? Pourquoi, si dans l'univers le mouvement perpétuel existe, je suis incapable de le recréer dans mon laboratoire? Même avec l'aide des plus grands pionniers de l'histoire de cette science. Dégagez! La docteure Wistrov-Ban ne va jamais trouver ce qu'elle cherche. Nous avons vu que la friction restait présente dans chacune de nos expériences. Cela est dû au fait que l'atmosphère terrestre est loin du vide. Mais qu'est-ce que c'est exactement la friction? Pour la comprendre, il faut connaître un principe de la thermodynamique. La première loi. Si nous possédons un milieu A et B qui sont connectés entre eux et que le milieu A est à une température plus élevée que le milieu B, alors la chaleur va passer de A à B, jusqu'à atteindre l'équilibre thermique, la même température. Dans le cas de nos machines, le frottement de l'air à nos systèmes produit une chaleur et comme l'air est plus froid que la machine, cette chaleur va se dissiper. Imaginons un cas d'une vraie machine à mouvement perpétuel. Cela voudrait dire que l'énergie du système ne se transforme jamais, il n'y a pas de perte et elle reste constante. Donc, logiquement, on ne pourrait pas en tirer de l'énergie sans arrêter le mouvement. Enfin, il existe dans l'univers quelque chose qu'on appelle l'entropie. L'entropie, c'est le désordre. Et dans notre univers, elle ne cesse d'augmenter, du fait qu'il existe beaucoup plus de formes de désordonnées qu'ordonnées. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. Si on imagine une machine à mouvement perpétuel qui ne transforme pas son énergie et qui n'aurait aucune perte, on pourrait en théorie maintenir un ordre éternel qui va en contre de cette deuxième loi, impossibilitant donc cette machine.